Bonjour à tous, bienvenue à la matinée COTREP 2024. J'espère que tout le monde entend bien et que tout le monde voit bien la présentation. Donc pour me présenter, je suis Alexandra Bellegarde, j'ai rejoint le COTREP il y a un peu plus de 3 mois en tant que chef de projet recyclabilité des emballages et mon rôle au sein du COTREP est d'aider les 4 entités membres du COTREP à coordonner les différents projets. Donc, je ne fais partie d'aucune des 4 entités qui sont membres du COTREP. Je suis la première salariée du COTREP, depuis que le COTREP est devenu un GIE en 2022 et j'animerai donc ce webinaire aujourd'hui en compagnie des autres membres du COTREP représentant les 4 entités. Donc, petites informations pratiques sur cette plateforme Livestorm. Si vous souhaitez poser une question, s'il vous plaît, vous pouvez utiliser l'onglet questions qui est à droite de votre écran. Donc vous pouvez rédiger votre question et certains membres pourront y répondre par écrit ou on pourra y répondre par oral à la fin de chaque partie. Donc cette année, on a prévu des temps de questions-réponses à la fin de chaque partie et vous pouvez également voter si vous trouvez qu'une question est pertinente avec, la petite icône avec le triangle noir. C'est un peu comme un système de like. Si vous trouvez que la question est pertinente et vous aimeriez, avoir la réponse, notamment à l'oral, n'hésitez pas à voter, sur la question. Et pour information, le webinaire est enregistré et sera disponible sur le site du COTREP, donc vous pourrez avoir accès au replay. Donc je vais laisser la parole à Alban Cottard de chez Valorplast qui va introduire cette matinée. Mon micro. Je pense que vous m'entendez tous. Bonjour à tous, je suis donc Alban Cottard, je pilote l'activité commerciale, qualité et développement au sein de Valorplast depuis 2017. Je suis très content de pouvoir réaliser cette introduction de cet événement pour 2024 de la matinée du COTREP. C'est maintenant un événement annuel que l'on souhaite partager avec vous afin de pouvoir vous indiquer un petit peu l'avancement des travaux que l'on peut avoir au sein du COTREP. On voit que l'éco-conception est un enjeu crucial. C'est un véritable pilier de l'économie circulaire. Il est important pour nous de vraiment partager ces informations afin qu'elles soient le plus largement diffusées. On est près de 1000 personnes aujourd'hui. C'est un véritable succès. Je souhaite que, autant que possible, cet événement vous soit dédié et qu'il puisse vous être utile. Pour commencer, on a souhaité vous indiquer un petit peu les éléments constitutifs du COTREP. C'est important puisque tous les éléments, tous les participants ne connaissent pas forcément le COTREP. Donc déjà, c'est un acronyme qui veut dire Comité technique pour le recyclage des emballages plastiques. Cela fait plus de 20 ans aujourd'hui quand même que le COTREP existe. Et l'objectif du COTREP, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, en fait, pour avoir des éléments pragmatiques et utiles à tous. Donc dans ce groupement, il y a Valorplast, auquel j'appartiens, qui va représenter en fait les producteurs de matières plastiques. Également Ellipso, qui est une association regroupant l'ensemble des fabricants d'emballages plastiques français. Également le SRP, qui regroupe les régénérateurs de matières plastiques français. Et également Citeo. On voit que c'est une mobilisation vraiment des acteurs pour travailler sur le sujet de l'éco-conception. On a aussi souhaité que ce GIE monte en puissance au cours du temps. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a créé un GIE. C'est une véritable entité juridique et qui va permettre notamment de mobiliser des moyens spécifiques, notamment Alexandra l'a indiqué. C'est la première personne qui a pu être recrutée en complément de tous les effectifs des membres du COTREP qui participent à ces actions. Bon webinaire à tous et j'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Merci Alban, pour cette introduction. Donc en termes, d'ordre du jour, on va commencer par une présentation des différents membres du COTREP un peu plus en profondeur, ainsi que la méthodologie du COTREP. Ensuite, on fera un petit point sur l'actualité réglementaire. Nous enchaînerons ensuite avec les travaux 2023 qui ont été réalisés par le COTREP et enfin nous finirons par, nous vous présenter notre feuille de route, 2024. Donc, nous allons passer à la présentation des différents membres du COTREP en premier lieu. Donc, ils vous seront présentés par un membre de chaque entité. Hélène Hagen pour Valorplast, Quentin Blot pour Ellipso, Aya El Ghenouni pour Citeo et Marie-Claire Magnier pour le SRP. Bonjour à tous, donc Hélène de Valorplast. Je vais commencer par vous donner quelques mots sur Valorplast.
Valorplast est une entreprise sans but lucratif qui, depuis 30 ans, organise la reprise des emballages plastiques en sortie des centres de tri auprès des collectivités locales. Ces emballages plastiques sont ensuite envoyés à différents régénérateurs, recycleurs en France et en Europe, avec lesquels du coup nous travaillons. Donc via cette activité de reprise, nous agissons également au niveau de la qualité des flux, du gisement et de la recherche et du développement pour améliorer le recyclage avec les différents recycleurs avec lesquels nous travaillons. Nous travaillons également sur l'aspect éco-conception, notamment via le COTREP. Et nous sommes également représentés auprès des autorités publiques via différents groupes de travail dans lesquels nous intervenons. Nous intervenons également auprès des citoyens avec des outils de communication que nous diffusons auprès des collectivités avec lesquelles nous travaillons. Pour vous donner quelques chiffres très rapidement sur Valorplast, donc, en 2022, les chiffres 2023 sont encore en cours de finalisation, mais seront sensiblement similaires. En 2022, nous avons repris près de 180 000 tonnages de déchets plastiques issus des centres de tri et des déchetteries. Ces emballages plastiques en sortie des centres de tri sont envoyés à 71% en France, le reste étant envoyé en Europe limitrophe à la France. Pour cela, nous travaillons avec 109 centres de tri et 36 régénérateurs en Europe et en France. Je ne vais pas m'attarder sur les autres chiffres pour laisser la parole aux autres entités. Donc, je laisse la parole à Quentin Blot d'Ellipso. Oui, bonjour à tous, Quentin Blot donc pour Ellipso. Donc Ellipso est l'association professionnelle qui représente les fabricants d'emballages plastiques en France. Aujourd'hui, c'est un effectif de 8 personnes qui est dédié au service de ses adhérents. L'emballage plastique en France concerne donc l'industrie, la distribution, la consommation. Et si on regarde de côté des chiffres, aujourd'hui, c'est environ 8 milliards de chiffre d'affaires concernant les 320 entreprises en France et c'est à peu près 38 000 collaborateurs. Ellipso, donc comme je disais, représente ses adhérents qui sont au nombre de 120. Donc ces 120 adhérents peuvent être sur différents segments, que ce soit de l'emballage industriel et commercial ou ménager, que ce soit le secteur agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique. Et concernant l'organisation d'Ellipso, donc aujourd'hui, il y a différents pôles d'expertise au sein des membres de l'effectif. Donc un pôle qui concerne les affaires réglementaires, un pôle qui concerne les affaires publiques et un pôle qui concerne donc l'environnement et l'économie circulaire. En termes d'organisation de travail, c'est des projets qui sont menés au sein de sections, de commissions et de projets un peu plus dédiés afin de fournir donc du coup aux industriels et aux adhérents des livrables, des notes, des guides, voilà, pour les aider dans leurs activités. Donc je vais maintenant laisser la parole au SRP concernant à Citeo, pardon, concernant leur présentation. Bonjour, donc Ayel Genouni, chef de projet éco-conception chez Citeo. Qui sommes-nous? Citeo est un éco-organisme acteur de la REP emballage ménager et papier graphique en France. C'est-à-dire que pour mener ces actions, Citeo récolte les éco-contributions des metteurs en marché et investit cet argent pour gérer la fin de vie de leurs emballages et papier graphique lorsqu'ils deviennent un déchet, donc via l'organisation et le financement de la collecte, le tri et le traitement des emballages. On a également une grande mission qui est de piloter des programmes de recherche pour développer l'éco-conception, donc d'aider les metteurs en marché en amont la conception de leurs emballages pour faire en sorte qu'ils soient conformes aux filières de recyclage qui existent aujourd'hui et celles qui sont en développement. Et on a également un rôle important dans la sensibilisation des citoyens pour rendre le geste de tri systématique et ainsi renforcer toute la chaîne de valeur de la circularité.
Donc, Citeo est une entreprise à mission d'intérêt général. Je dis entreprise parce que nous avons un statut privé, mais nous sommes sous agrément d'État, c'est-à-dire que l'État encadre dans une certaine mesure nos travaux et nos objectifs. Et l'entreprise est par ailleurs à but non lucratif, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de bénéfices. Et notre rôle au sein du COTREP, c'est donc de représenter l'engagement des metteurs en marché dans leur démarche de circularité. Et je laisse la main donc au CRP pour se présenter. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le SRP, qui est le syndicat des régénérateurs de matières plastiques. Donc, Marie-Claire Magnier pour le SRP. Donc, les régénérateurs, en fait, c'est le dernier maillon de la filière de recyclage des déchets plastiques. Donc, notre activité, c'est de transformer un déchet plastique en MPR qui sera réutilisable par les transformateurs pour fabriquer de nouveaux produits. Le SRP est un syndicat ancien qui existe depuis 50 ans cette année et qui a été réactivé il y a une dizaine d'années. Donc, nous comptons 31 membres actifs avec au total 38 sites de production en France. Donc, les membres actifs, en fait, sont des industriels qui ont des sites de recyclage de matières plastiques, de régénération de matières plastiques. La régénération étant au minimum 2 étapes parmi le tri, le lavage, le broyage, la densification, la granulation et le compoundage pour produire des matières qui sont utilisables pour fabriquer de nouveaux produits. Nous avons également 16 membres associés. Tous ces membres représentent 1600 collaborateurs. En 2022, l'ensemble de nos sites ont produit 540 000 tonnes de MPR, ce qui représente plus d'1 million de tonnes de CO2 équivalent évité, donc une contribution importante à la circularité, à la décarbonation de l'industrie. Nous animons également une task force plastique recyclé avec l'ensemble des associations représentatives de la filière collecte, tri et recyclage pour porter nos propositions auprès des pouvoirs publics. Et donc nos 31 membres actifs qui interviennent, qui régénèrent des déchets d'emballage, mais également d'autres types de matières plastiques. Je vais laisser la parole à Alexana qui va reprendre pour vous présenter la méthodologie du COTREP. Merci Marie-Claire. Donc effectivement, on va passer à l'explication de la méthodologie du COTREP. Donc comment le COTREP fonctionne-t-il? Donc dans un premier temps, quel est le champ d'action du COTREP? Donc les emballages qui sont concernés, ce sont tous les emballages plastiques ménagers, c'est-à-dire à destination des ménages, qui disposent d'une filière de recyclage existante, donc par exemple les souples polyéthylène, le PET clair ou les PP rigides, ou alors d'une filière en développement comme le polystyrène, les souples PP ou les rigides PET multicouches. Donc les différents emballages qui sont compatibles avec ces filières peuvent être dits recyclables pour les filières existantes. Mais concrètement, qu'est-ce que la recyclabilité? Donc pour qu'un emballage soit dit recyclable, il doit pouvoir être collecté, trié, transformé en matière recyclée, et cette matière pourra servir à fabriquer de nouveaux emballages ou produits. Et donc on a différents principes à respecter pour avoir un emballage recyclable en France. Donc le premier, c'est qu'on cherche vraiment à recycler l'élément principal de l'emballage. Donc le plus souvent, ça va être le corps de l'emballage. Donc dans cet exemple, c'est le flacon. Ensuite, le deuxième principe, c'est que les barrières, les additifs ou les charges qui sont jointes à l'élément d'emballage ne doivent pas compromettre ni le tri ni le recyclage. Donc c'est-à-dire que par exemple, un additif ne doit pas modifier la densité de l'emballage, ou alors que la couleur qui est ajoutée ne doit pas être non détectée en centre de tri, comme le noir de carbone par exemple. Et enfin, aucun élément associé, donc dans notre exemple, le bouchon ou l'étiquette par exemple, ne doivent pas perturber le recyclage du corps de l'emballage. Donc en termes de recyclabilité, où en est-on en France aujourd'hui? Donc en 2021, 65% des emballages étaient déjà recyclables, 15% font partie d'une filière en cours de développement et 20% n'étaient pas recyclables et devaient donc évoluer. Donc ça fait partie du rôle du COTREP justement de proposer des recommandations d'éco-conception et d'agir pour aider à l'évolution de ces 20% restants.
Donc, comment le COTREP agit-il? Donc, il agit selon 4 grands principes. Donc, le premier principe, c'est que le COTREP a une gouvernance représentative de la chaîne de valeur et prend des décisions à l'unanimité. Donc, on représente toute la chaîne de valeur grâce aux 4 entités qui sont membres du COTREP, justement. Donc, comme on l'a vu, on représente les producteurs de matières, les fabricants d'emballage, les metteurs en marché, ainsi que les régénérateurs. Et enfin, les décisions donc sont prises, à l'unanimité, c'est-à-dire que toutes les entités doivent trouver un consensus avant de faire une publication ou un avis. Ensuite, le deuxième principe, c'est qu'on a des protocoles qui sont adaptés et qui prennent en compte les spécificités du territoire. Donc, en France, justement, on va prendre en compte les systèmes de collecte et de tri qui sont en place, les procédés de recyclage et de débouchés, ainsi que les gisements d'emballage qui sont mis en marché en France. Ensuite, le troisième principe, c'est que nos avis sont basés sur des tests, donc qui peuvent être faits à l'échelle pilote ou alors à l'échelle industrielle, donc le plus souvent pilote. Et le dernier principe, c'est que les tests et les publications sont également là pour accompagner les innovations. Donc, les différents tests et avis du COTREP permettent donc en partie d'alimenter des recommandations d'éco-conception. Donc, nos recommandations d'éco-conception sont définies en 4 catégories représentées par 4 couleurs. Donc le vert et le vert clair qui représentent les emballages recyclables et donc compatibles avec le flux. Ensuite, la catégorie orange qui est une compatibilité limitée, donc c'est-à-dire que l'incorporation dans le flux recyclé peut poser des problèmes, mais la filière peut s'être adaptée pour limiter les différents impacts à un niveau acceptable dans les conditions actuelles de mise en marché. Donc c'est-à-dire que si le gisement évolue, on peut réévaluer la recommandation qui a été faite. Et enfin, la dernière catégorie, ce sera en rouge, donc c'est-à-dire que l'emballage sera non compatible et ou perturbateur du flux. Donc l'emballage ne pourra pas être recyclé et ou il pourra risquer de perturber le process. Donc, comme on l'a vu, nos différentes recommandations sont basées sur des tests, également sur des retours d'expérience, mais aussi sur des dires d'experts, notamment grâce à la présence du SRP au sein du COTREP. Et donc on pourra voir plus en détail un petit peu les recommandations, lors de la présentation des travaux 2023 sur, les recommandations qui ont évolué justement récemment, ce sera présenté par, Chloé, tout à l'heure. Et donc toutes ces recommandations sont disponibles sur le site du COTREP, donc vous pouvez les retrouver, en ligne sur le site du COTREP. Donc je laisse maintenant la parole à Vincent Collard de Citeo pour nous faire un point sur, l'actualité réglementaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour déjà les questions très nombreuses qu'on reçoit sur l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on interagit et on peut répondre en live après chaque intervention. Donc ce matin, moi je vais vous parler des actualités du droit français déjà, remettre le cadre, que tout le monde ait bien en tête ce qui se passe en France, et puis vous parler un peu de prospective, ce qui va se passer au niveau européen et donc en France demain. Et on va faire une petite présentation et ensuite, comme le disait Alexana, on va prendre le temps des questions-réponses juste après. Donc le droit français, si on commence par la situation. On a eu plusieurs textes qui sont venus, qui sont arrivés depuis le début des années 2020 pour encadrer et accélérer le passage à 100% d'emballage recyclable. C'est vrai pour tous les matériaux, mais on l'a vu sur le plastique, on est à 65%, donc il faut progresser. Je les ai pas mis dans l'ordre mais c'est juste pour vous dire quand on a différentes échéances, je l'ai plutôt mis dans l'ordre des échéances. En 2025, il faudra que les emballages qui contiennent du styrène soient recyclables pour rester sur le marché. Donc on pense forcément, on pense forcément aux emballages en polystyrène, il faut qu'ils soient recyclables, mais ça peut être aussi les emballages en ABS, par exemple, en SAN, voire même des emballages en PET qui auraient une partie en styrénique, par exemple un tube plongeur. Et puis AGEC nous dit qu'en 2030, ça va s'étendre à tous les emballages. Ce ne sera plus uniquement ceux qui contiennent du styrène, mais tous les emballages devront être recyclables. C'est vrai pour le plastique, et ce sera vrai pour tous les matériaux. Et puis, se pose la question, comment définir recyclable finalement? C'est quoi le mot recyclable? Parce qu'il n'avait pas été très clairement défini jusqu'à présent. Et donc on a un décret qui a été publié en 2022 et qui nous finalement le précise et qui dit que les entreprises qui mettent des produits emballés sur le marché doivent communiquer sur la recyclabilité de leurs emballages de manière dématérialisée. C'est assez encadré la communication. On ne peut plus dire 100% recyclable par exemple.
même recyclable, on ne peut plus le dire, il faut dire entièrement recyclable ou majoritairement recyclable. Et ce décret nous dit, c'est quoi la recyclabilité? La recyclabilité va reposer sur une méthodologie qui a été développée par Citeo et sur les travaux des comités techniques, et en particulier pour le plastique, le COTREP. Et donc toute la chaîne de valeur est investie dans la définition de qu'est-ce qu'un emballage recyclable, parce que c'est une définition qui est quand même assez technique, comme si vous êtes familier avec les tableaux du COTREP. Et on a un outil, TRI, qui est disponible pour simplifier en fait votre quotidien, que vous puissiez décrire votre emballage, et ça pioche dans les recos du COTREP pour vous dire finalement si ça marche ou pas. Et donc ça répond à cette obligation et de marquage et demain d'interdiction. Et au niveau européen, ça bouge. Pourquoi on parle de prospective? Parce qu'au niveau européen, je ne sais pas si vous connaissez certains de ces logos, mais on a plus de 30 organismes qui délivrent des recommandations différentes sur la recyclabilité des emballages. Tel organisme vous dit pas plus de X% de telle barrière, tel autre vous dit non, c'est pas X%, c'est Y%, etc. Donc ça devient très compliqué quand on est un acteur européen de designer un emballage parce qu'on a des recos différentes. Et donc il y a un besoin d'harmonisation. Alors ça s'explique, hein, ces différences. Parfois ça s'explique par des différences d'approche méthodologique. Parfois ça s'explique parce que, mine de rien, c'est pas harmonisé dans tous les pays. Il y a des pays qui ont de la consigne pour les bouteilles d'eau, des pays qui mettent les bouteilles d'eau dans les bacs jaunes, comme en France. Des pays, etc. Et donc on mange pas la même chose. Donc il y a des pays avec des pots de yaourt et des pays où il n'y a pas de pots de yaourt. Et bien ça change plein de choses en fait, cette situation. Donc ça s'explique en partie par une réalité physique, mais ça s'explique aussi par des choix méthodaux différents. Et donc on peut harmoniser au moins les choix méthodaux. Et donc c'est le droit européen qui va harmoniser cette approche. Et donc on a un projet de texte qui s'appelle PPWR, qui annule la directive emballage, qui est actuellement en vigueur dans le droit européen et qui s'applique du coup en France, qui a été transposée dans le Code de l'environnement. Et donc on va avoir, si c'est confirmé, un règlement en 2024. Donc un règlement, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le droit, c'est un texte qui est publié au niveau européen et qui s'applique immédiatement, directement dans les États, sans que les États membres, sans que la France puisse faire des modifications dessus. Et c'est supérieur au droit français. Donc boum, ça arrive, et ça va nous dire, finalement, il faut que tous les emballages soient recyclables en 2030. Ouf, c'est cohérent avec AGEC, on n'a pas de direction différente. Et ça nous dit qu'on va avoir des grades de recyclabilité, A, B, C, D, E. Il y aura peut-être que A, B, C, D, c'est en discussion, mais pour l'instant, on va partir sur A, B, C, D, E. Et ce grade, il a deux conséquences. Un, tout ce qui est E est interdit de mise en marché. On retrouve la logique de tous les emballages doivent être recyclables. Et puis, suivant sa note, si je suis A, si je suis B, si je suis A, je payerai moins cher demain un tarif chez Citeo que si j'ai une note B, C ou D. Et puis, il y a une dernière impact quand même qui est important sur ce que nous dit pour l'instant ce projet PPWR, et qui fait pour l'instant est un accord sur ce point-là entre la Commission européenne, les parlementaires européens et les États membres, c'est que le tarif des éco-organismes, de Citeo mais de l'éco également, notre concurrent, devra évoluer d'un tarif à l'UVC. Donc le tarif à l'UVC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, les entreprises qui mettent des produits emballés sur le marché payent pour les 4 pots de yaourt, les 4 opercules et le carton autour. Demain, il faudra le payer par emballage qui termine dans le bac jaune. Donc typiquement, sur mon même exemple, il y aura le carton d'un côté et un pot plus un opercule de l'autre. Donc ça, c'est aussi une évolution qui est déjà actée. Et ce qui a été lancé sur les plastiques, vu que ce matin on parle plastique avec le COTREP, c'est de dire on ne va pas attendre finalement 2030 pour vous donner les règles du jeu au niveau européen de qu'est-ce qui est recyclable ou qu'est-ce qui ne l'est pas. On ne va pas non plus attendre 2027. Alors vous voyez cette date 2027 sur l'écran. 2027, c'est la date supposée pour le décret d'application de PPWR sur ce sujet de la recyclabilité. Donc on ne va pas attendre 2027 pour les plastiques. On va démarrer dès maintenant via des normes avec le CEN, en accord avec la Commission européenne, et on va le construire ensemble, ces règles du jeu pour les plastiques. Et donc c'est un travail où on part de ces 30 organismes qui étaient plutôt d'une démarche volontaire à finalement des critères obligatoires. Autrement dit,
l'industrie est en train elle-même de définir les règles du jeu, de se dire ça c'est acceptable et ça doit sortir du marché. On écrit notre propre liste d'interdictions. Et c'est pas l'industrie dans son coin qui fait ses règles pour préserver son marché. C'est-à-dire que, comme au COTREP, vous l'avez bien senti, c'est toute la chaîne de valeur qui investit. C'est-à-dire que les entreprises qui fabriquent les polymères, les plastiques, à la base, doivent se mettre d'accord avec les gens qui fabriquent des emballages, qui doivent se mettre d'accord avec des entreprises qui mettent des produits emballés sur le marché, qui doivent se mettre d'accord avec des recycleurs et des gens des acteurs du tri. Et puis dans le groupe, on a aussi des ONG environnementales et on a la Commission européenne. Comme ça, on essaye de construire l'approche la plus honnête possible à travers ces normes pour pouvoir demain avoir un cadre européen, avoir des règles communes. On va essayer de tout harmoniser. Peut-être ce ne sera pas possible parce que, comme je l'ai dit, les différences entre États existent encore sur le terrain et donc c'est peut-être pas possible de tout harmoniser. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura 14 normes. Donc ça fait 14 documents qui seront publiés d'ici août 2025. On peut participer aux travaux. Il y a des experts, on est plus de 200 aujourd'hui à participer à ces travaux. Le COTREP, bien sûr, est représenté au sein de ces travaux et on défend les positions françaises avec l'AFNOR. On pilote le groupe d'ailleurs, avec la casquette CTO, mais c'est fait pour porter la vision COTREP aussi au niveau européen. Et puis le COTREP demain continuera d'exister. Faut pas imaginer, il y aura les normes et tout s'arrête. Non, ça veut dire que ces normes n'ont pas de budget pour faire des tests, n'ont pas de labo, etc. Et donc le COTREP a toute sa place pour demain continuer à alimenter ces normes. Et donc ces normes, donc 14, juste pour revenir, une sur la méthodologie globale. Ça équivaut à peu près au back-office de l'outillerie. C'est des questions toutes simples de se dire, tiens, un opercule de barquette, est-ce que je le considère avec ma barquette ou séparé de la barquette dans mon analyse? Et voilà, et ça c'est commun, c'est pas propre à une résine ou à un type de plastique. Des normes avec des tableaux sur les résines qui sont aujourd'hui globalement recyclées en Europe, le PET, le PE, le PP et le PS. Et puis des normes sur des protocoles de test pour finalement mettre à jour nos tableaux. Vous voyez une petite évolution sémantique, on passe d'une couleur orange à une couleur jaune, ce qui paraît que le jaune est plus adéquat. Et voilà, et donc ça c'est un travail qui est en cours. Si les entreprises qui sont intéressées pour comprendre comment ça avance, qu'est-ce qui est visé, peuvent rejoindre les travaux de normalisation, c'est pas très compliqué, il faut rejoindre l'AFNOR, groupe emballage. Et puis voilà, et décision en août 2025. Et donc forcément, il y aura des différences dans ces normes avec ce que vous connaissez au COTREP, avec ce que vous connaissez chez Recyclage, chez Cyclos, chez d'autres acteurs européens. Et donc on le mettra en place en France également, ces normes quand elles seront en vigueur, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on s'éloigne du cadre européen dans les prochaines années, avant 2030, dès lors qu'on sera sûr qu'elles soient publiées, donc au moins 2025, et qu'on ait le décret d'application de PPWR, le Delegated Act, qui nous dit clairement qu'il les utilise. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Merci Vincent pour la présentation. Donc, moi j'ai 2 questions qui sont relevées. Donc la première, c'est est-ce que l'outil tri de Citeo sera mis à jour avec la PPWR? Donc oui, on le mettra à jour bien entendu, et en accord avec l'acte délégué. Du coup, il faut vraiment comprendre. En 2027, c'est la date supposée où on aura ce décret, cet acte délégué qui nous précisera les règles du jeu sur la recyclabilité. Et donc du coup, on ne mettra pas à jour tri avant cet acte délégué, vu qu'on ne connaîtra pas les règles. Donc c'est ça, c'est pour l'instant, bien se dire, c'est le droit français qui toujours s'appliquera. Le droit français, donc nous on vous fait les recos selon le droit français, et ça repose sur le COTREP aujourd'hui. Et puis en 2027, si on a des tableaux européens qui sont reconnus par PPWR, bien sûr, on mettra à jour l'outil tri pour que vous ayez la meilleure information. Et on avance, et qu'on vous laisse au moins 3 ans pour vous retourner, et ce 3 ans, je ne peux pas en faire 5 parce que ça dépend de cet acte délégué qui n'est pas entre nos mains.
Très bien, merci. Et deuxième question, est-ce qu'on a une information plus précise sur les modalités de mise en application de l'interdiction des emballages styréniques? En France, donc par rapport à la loi climat, non, pour l'instant, il y a une interdiction pure et dure. Il n'y a pas de sanction aujourd'hui clairement définie dans les textes de droit, et puis il n'y a pas de décret d'application de cette loi climat sur cet article de ce que je connais. Donc non, pour l'instant, c'est vraiment une interdiction pure et dure. Et donc, on dit souvent qu'il y a l'enjeu de quelle est la sanction qui serait définie dans un texte réglementaire, mais tout simplement, il y aura la sanction médiatique, hein, si on continue à mettre des emballages avec un contenu styrénique et non recyclable au-delà de la date 2025. Merci. Ensuite, question suivante, comment anticiper les exigences de PPWR en termes de notes de recyclabilité à atteindre, exemple recyclase A, B, C, D, E, versus les notes fournies par TRI? Ok, donc ce sera vraisemblablement ni l'un ni l'autre. Donc qu'on se le dise, hein, tout de suite qu'on l'accepte. Donc les notes A, B, C, D de PPWR seront définies dans le fameux décret de 2027. Donc on va se poser des questions jusque-là. Ce qui est intéressant sur le plastique, comme je le disais, c'est que via les normes, on y participe. Des réunions avec la Commission européenne très fréquentes, où on est en train déjà de réfléchir au système de notation, comment on le construit. Et il y a des représentants de Recyclas, il y a des représentants d'autres organismes, Cyclos, Recoupe, enfin il y en a plus de 30, hein. Il faut vraiment se dire qu'il n'y a pas un organisme européen qui fait foi aujourd'hui. En France, c'est le COTREP, et donc le COTREP participe, et voilà. Et donc on est en train de construire, au moins sur les plastiques, on essaye de construire ça avec la Commission européenne, et forcément, notre souhait, c'est que ça marche pour tous les matériaux demain. Très bien, merci. Une autre question, quid de la définition française de l'emballage plastique à usage unique versus celle de PPWR, interdiction en 2040? Alors pour l'instant, l'interdiction en 2040, on va voir comment ça se concrétise dans des textes d'application. C'est dans la loi. Et donc la définition de plastique à usage unique est définie, enfin c'est une définition européenne qui est reprise dans le droit français d'ailleurs, donc pour que ce soit clair pour tout le monde. Dans le droit européen dédié à l'environnement, on nous dit qu'un plastique, c'est dès lors que j'ai 0,001% de plastique dans mon emballage. Et ça, c'est un plastique à usage unique. Donc oui, aujourd'hui, tout ça, tous ces emballages, enfin un carton avec du plastique dessus, c'est du plastique. Au sens de la SUP et au sens du droit français du coup. Après, dans ces questions de recyclabilité, et pour clairement définir le périmètre du COTREP, dès lors qu'il y a plus de 50% de plastique dans un emballage, ça rentre dans le périmètre du COTREP, et on va plutôt se baser là-dessus, plutôt que de la directive SUP. Et puis, si j'ai un carton plastifié, bah plutôt je vais l'adresser dans un autre comité, un comité qui est le CEREC. Mais pourquoi? Parce que là, j'ai les recycleurs de papier carton. Et en fait, cet emballage-là a plus de chances d'arriver chez lui. Donc forcément, on s'éloigne dans nos travaux de recyclabilité, et ça va être d'ailleurs pareil pour les normes et dans PPWR, on est obligé de s'éloigner un tout petit peu de cette définition plastique de la SUP et rester sur cette règle de 50% pour dire tiens, c'est un plastique, tiens, c'est un carton. C'est juste pour avoir les bonnes personnes autour de la table. Et donc le 50%, juste qu'on se le dise tous bien, ce n'est pas un critère suffisant pour se dire c'est recyclable. Il y a 50%, et puis après, il faut passer les critères qu'on nous demande. Donc par exemple, les critères COTREP en France. Et voilà, et donc c'est pareil pour le carton. Il y a le 50%, et puis après, il faut passer les critères du CEREC. Et donc oui, et au niveau européen, là, ça va se durcir un petit peu là-dessus, parce que il faudra atteindre un score minimum dans un équivalent de l'outil TRI de 70%. Donc c'est sûr qu'un emballage qui a 51% de carton, 49% de plastique l'atteindra pas. Très bien. Est-ce que tu peux rappeler le nom de l'organisation à joindre pour suivre la mise à jour des normes, s'il te plaît? Oui, ça s'appelle l'AFNOR, c'est l'organisme français qui crée les normes en France, hein, pour tout un tas de sujets. Et donc, il faut adhérer, il y a un coût, hein, d'adhésion, mais qui est faible par rapport aux enjeux. C'est plutôt un coût de temps homme, si vous voulez participer à ces travaux et vous impliquer, parce qu'il y a beaucoup de réunions pour, vous imaginez, trouver un consensus avant 2025. Ok. On nous demande également quand est-ce que la publication de la PPWR est prévue? Là, on est dans un trilogue, donc
On va pas. Je pense que quelque chose qui est bien avec PPWR, c'est qu'à la fin de cette période, on va avoir plein d'experts du droit européen en France. On est dans une période de trilogue, donc en fait la Commission européenne, le Parlement et les États membres, le Conseil, ne sont pas d'accord pour l'instant. Comme on a un renouvellement du Parlement en mai, un vote, allez voter, ils essayent de se mettre d'accord avant le renouvellement du Parlement. Donc là, il y a 3 mois intenses pour viser une publication cette année. Si ça marche, on l'aura cette année, en 2024. Si ça ne marche pas, on ne sait pas exactement le planning. Ok, merci. Et une question sur les normes. Donc, tu as dit qu'elles seraient publiées en août 2025 et on nous demande quelle est l'échéance d'application de ces normes. Donc ces normes, elles sont publiées. Donc après, elles vont rester dans le premier temps dans un monde volontaire en fait. Vous pourrez les acheter et vous y conformer pour préparer 2030. Ce que nous dit PPWR, c'est qu'elle, comme je le disais, dit en 2030, il faudra être recyclable. Et normalement, si tout va bien, on aura dans le décret marqué selon la norme XXX pour les plastiques. Et donc du coup, c'est ça, c'est ça va vraiment être applicable concrètement, obligatoire, 2030, sinon on sera interdit de mise en marché. Et c'est une chance d'avoir ces normes, parce qu'on aura l'info, finalement, 5 ans avant, ce qui n'est pas le cas pour les autres matériaux où il n'y a pas ce travail normatif en cours. Ok, merci. Et je pense que ça va être la dernière question pour qu'on puisse passer à la suite ensuite. Est-ce que la PPWR prévoit des marquages obligatoires relatifs au tri et donc quid du triman? Alors oui, sur les marquages, la PPWR souhaite changer le marquage français. Donc c'est reparti pour le triman et pour l'infotri.vert, etc. Donc ça, sur les consignes de tri, ils imaginent nous imposer quelque chose de différent pour l'instant dans ce qu'ils ont en tête. Par contre, il n'y a rien, mais vraiment rien à date au niveau européen sur la communication de recyclable. Et donc ça, nous, on le regrette. En tout cas, c'est quelque chose qu'on regrette parce que ça veut dire que ça va continuer d'avoir des différences entre pays sur la communication sur recyclable. Donc pas sur la consigne de tri, mais vraiment sur entièrement recyclable, majoritairement recyclable. Ça va perdurer et chaque pays pourra faire à sa sauce si on n'arrive pas à le cadrer au niveau européen. Donc c'est maintenant que ça se joue. Ok. Merci Vincent pour l'intervention et pour ces réponses aux questions. Donc on va pouvoir passer à la suite de la matinée. Alors, maintenant on va passer à la présentation des travaux 2023 qui ont été effectués par le COTREP. Donc dans un premier temps, on va parler des évolutions des recommandations qui ont été faites. Et donc c'est Chloé Sabatier de chez Citeo qui va nous présenter cette partie. Bonjour à tous. Donc pour parler de ces tableaux du COTREP qui ont quand même rythmé l'année 2023 pour tous les membres du COTREP, on fait juste un pas en arrière, on se met début 2023 pour voir où on en était sur les tableaux, quels tableaux étaient disponibles sur le site du COTREP. Donc il y avait des recommandations pour les bouteilles en PET, claires, colorées et opaques. Il y avait déjà les recommandations pour les rigides PP, pour les rigides PE et pour les pots et barquettes en PET, ainsi que pour les emballages souples en PE. Pour comprendre pourquoi et sur quelles recommandations le COTREP a travaillé en 2023, on va regarder ce qui est en train de se mettre en place en termes de dispositifs de tri et de recyclage. Donc évidemment, tous les emballages peuvent être maintenant mis dans le bac de tri. Ensuite, ils sont collectés et envoyés en centre de tri. Sur la gauche du centre de tri, sur la slide, vous voyez que il y a tout ce qu'on appelle les flux historiques, donc dispositifs de reprise standard. Donc ça va être les emballages rigides en PP, en PE, les bouteilles en PET clair, pour lesquels les flux sont déjà établis, les recommandations du COTREP existent et sont accessibles sur le site du COTREP. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt toute la partie droite de la slide avec le dispositif qui se met en place progressivement, qui est appelé flux développement, et pour lesquels en fait il y a des filières de recyclage qui sont en construction.
Donc sur ces filières, vous voyez, on retrouve donc ce qu'on a mis en bleu, les rigides en PS, les barquettes en PET et PET-PE clair, ainsi que les films souples en PP et PP-PE. Donc c'est sur ces recommandations que le COTREP a travaillé tout au long de l'année 2023 pour pouvoir publier des recommandations d'éco-conception. Donc comment concevoir cet emballage pour qu'il ne perturbe pas les filières de recyclage qui sont en développement. On garde en tête que la mise en place de ce dispositif flux développement, elle est progressive. Il y a encore des flux historiques qui existent en parallèle. Donc, pour réaliser ces tableaux de recommandations, on s'est basé sur cette nouvelle organisation, mais on a aussi pris en compte les flux qui coexistent à court et moyen terme. Deux éléments complémentaires sur cette slide. La première, vous voyez qu'il y a les bouteilles PET colorées. Le COTREP n'a pas encore travaillé sur la mise à jour de ces recommandations alors qu'elles sont dans le flux développement rigide. Pourquoi? Parce qu'on attend que le recyclage bottle to bottle soit une réalité pour du coup mettre à jour les recommandations. On espère pouvoir le faire travailler dessus cette année. Et un autre point qui pourrait soulever des questions sur les barquettes PET et PET-PE colorées. Là, vous voyez que le flux concerne uniquement les barquettes claires et donc les recommandations que l'on a émises c'est uniquement pour les emballages clairs. Sur le coloré, à date, ils ne sont pas inclus dans les flux de recyclage et donc il y a des études qui sont en cours chez Citeo pour voir si on peut les inclure. Évidemment, à partir du moment où si on voit qu'on peut les inclure, le COTREP travaillera également sur une mise à jour de ces recommandations, on espère aussi cette année. Donc ça donne un peu le cadre. Et donc cette année, les recommandations qui ont été publiées. Donc, comme je disais, ça a un peu été étalonné toute l'année. Donc, on a eu les recommandations sur les rigides en PS en juin, sur les souples en PP, PPPE en novembre et sur les pots et barquettes PET clair et PET-PE clair en décembre, sachant que pour les PET clairs, c'était une mise à jour des recommandations parce qu'il y avait déjà des recommandations sur le site du COTREP. On avait un enjeu timing pour pouvoir partager toutes ces recommandations au niveau européen dans le cadre des travaux de normalisation que Vincent vient de vous présenter. Et donc, il fallait que ce soit publié pour fin d'année 2023. Et donc, on a tenu ce timing et les recommandations ont pu être partagées. Et un autre point qui est important et qui concerne toutes ces recommandations, c'est le fait que pour le moment les recommandations ont été créées sans réaliser de tests, notamment parce que c'est des recommandations qui concernent dans la majorité des cas des usines qui n'existent pas encore et qui sont en construction. La prochaine étape maintenant sur ces recommandations, ça va être de réaliser des tests justement, donc soit à échelle laboratoire, soit à échelle industrielle, pour permettre de consolider ces recommandations. Et donc, on commence dès 2024. Par exemple, sur l'EPS, on va tester l'impact de la banderole papier ou de l'opercule PET. Sur les souples PPPE, on va travailler notamment sur l'orientation au tri de ces emballages souples pour les PPPE qui sont majoritairement en PE. Voilà, c'est des exemples, mais on commence à travailler dessus et on continuera à travailler dessus dans les mois et années qui viennent. Parmi les principales questions qu'on a eues, vraiment une question récurrente qu'on a eue tout au cours de l'année 2023, c'était comment le COTREP élabore ses recommandations, comment on procède au sein du COTREP pour élaborer une recommandation et faire des tableaux de recommandations. Alors, il y a plusieurs briques à prendre en compte pour arriver à créer une recommandation. Tout d'abord, il y a le gisement d'emballage mis en marché, donc pour connaître quelles sont les conceptions standards, quels sont les éléments associés, les décors, etc., et pour chacun de ces éléments, connaître les volumes associés. Une fois qu'on a cette information, on va regarder aussi sur la partie tri, parce que évidemment, pour qu'un emballage puisse être trié, il faut déjà qu'il arrive chez le régénérateur. Et donc, le COTREP prend en compte cette étape de tri dans ses recommandations. On va ensuite regarder les procédés de recyclage. Donc, on va regarder comment se comporte l'emballage lors des différentes étapes de régénération pour vérifier qu'il sera effectivement recyclé et qu'il ne perturbera pas la filière, la qualité de la matière recyclée et les process. Et ensuite, on va prendre les retours d'expérience des recycleurs. Donc, quand l'usine existe, on se base sur les retours terrain. Et quand l'usine est en construction, on se base sur tous les tests qui ont pu être faits pour prouver la robustesse technique et économique du développement de l'usine de recyclage. Et donc, une fois qu'on a vraiment toutes ces informations pour chaque recommandation, on entame une phase de discussion entre les 4 membres du COTREP, le but étant de trouver un consensus entre les quatre entités qui, comme on l'a dit, représentent toute la chaîne de valeur.
Et donc, pour certaines recommandations, le consensus est assez vite trouvé. Pour d'autres, il faut parfois un peu plus de discussion pour arriver à trouver un consensus. Et c'est vraiment ce process qui est appliqué pour chaque recommandation, chaque ligne, chaque colonne, chaque tableau de recommandation du tableau COTREP. On va maintenant passer sur une partie un peu plus technique. Vous vous doutez bien, on peut pas rentrer en détail sur chaque recommandation parce que ça prendrait beaucoup de temps. Et donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est pour chaque tableau de recommandation de parler des grands enjeux, des grands enjeux, voilà, pour chaque tableau. Hop. Et on commence donc par les recommandations sur les emballages rigides en PS. Donc, juste pour rappel, sur les emballages rigides en PS, il y a principalement deux recycleurs. Donc, un recycleur mécanique Eslava et un recycleur chimique Indaver qui recycleront les flux. Les 4 enjeux qui ont été identifiés, il y avait le corps de densité inférieur à 1, la barrière EVOH, la banderole papier et l'opercule qui contiennent du PET. Sur le corps de densité inférieur à 1, on va retrouver notamment des pots de yaourt allégés, on va retrouver de la barquette de viande. Au total, on estime que ça représente environ 45% du gisement, donc vraiment pas négligeable. Et avec les informations dont le COTREP dispose aujourd'hui, à la fois sur la partie tri et recyclage de ces emballages, le consensus qui a été trouvé à date, c'est de classer donc les emballages faiblement expansés, donc allégés, donc une densité supérieure à 0,8, entre 0,8 et 1, en vert clair. Et pour les emballages de densité inférieure à 0,8, il y a encore des tests en cours en centre de tri et recyclage qui se poursuivent sur 2024. Donc à date, le COTREP n'avait pas assez d'éléments pour pouvoir émettre une recommandation, donc il n'a tout simplement pas classé cet élément. Donc à suivre courant 2024. Sur la barrière EVOH avec PE, on estime que ça concerne environ 10% du gisement. Qui est classé, le COTREP a décidé de le classer en vert, donc ça concerne par exemple des pots de compote. Indaver n'identifiait pas de problématique spéciale, mis à part voilà, quelques petites perturbations, mais vu les gisements, vraiment pas de risque identifié chez lui. Chez Eslava, donc en recyclage mécanique, il y a des pots en PS, EVOH, PE qui sont recyclés tous les jours. Et au vu du gisement, on pouvait penser qu'il y avait un risque. Au final, en menant quelques tests, on se rend compte que pas spécialement. Et donc les deux recycleurs étaient finalement assez alignés pour classer cette recommandation EVOH PE en vert. Sur la banderole en papier, donc ça concerne, le papier globalement dans la filière PS, il peut être apporté par quoi? Il peut être apporté par des banderoles entourantes, par des opercules mix-pap, par des buvards. Quand on parle juste banderole papier, ça concerne environ 25% du gisement, donc par exemple des pots de yaourt banderolés. En recyclage chimique, trop de papier, ça peut impacter, ça peut diminuer la qualité de la matière recyclée, notamment en apportant trop d'oxygène dans la matière recyclée. Mais vu le gisement par le recycleur estimé qu'il y avait peu de risques. Un peu plus de risques côté recyclage mécanique, donc comme on l'a dit, la filière l'usine existe déjà, et le papier est identifié comme un des principaux contaminants de la filière, même si aujourd'hui un pot banderolé peut être recyclé s'il arrive chez le recycleur. Et donc, dans la définition qu'Alexandra a donnée tout à l'heure, ça ne nécessite pas un classement en rouge. Si on regarde le tri, on sait que c'est plus compliqué d'orienter les emballages qui ont des grandes étiquettes, des grandes banderoles qui recouvrent complètement le corps de l'emballage. Et donc, quand on prend toutes ces briques, donc le gisement, l'impact recyclage, le tri, le compromis qui a été trouvé par le COTREP, c'est de se dire que du coup, un papier intégral, une banderole papier intégrale est classée en orange, car elle apporte plus de papier dans la filière et est plus difficile à trier. Et un papier partiel, donc plutôt une étiquette, serait en vert, car le pot est plus facile à trier et il apporte moins de papier. Donc plutôt un enjeu sur la partie recyclage mécanique pour cet élément-là. Si maintenant on regarde l'opercule qui contient du PET, donc là ça concerne beaucoup d'emballages en PS, à la fois sur les pots de yaourt, les compotes, les barquettes. On estime que ça représente environ 60% du gisement.
En recyclage mécanique, pas de problème parce que le recycleur mécanique a adapté son process en prenant un bain de densité, un bain de flottaison de densité supérieure, enfin, qui permet de séparer tous les éléments qui ont une densité supérieure à 1,1. Donc pas de problème côté recyclage mécanique, c'est plutôt côté recyclage chimique où il y a un petit risque parce que trop de PET peut diminuer la qualité de la matière recyclée. Avec les gisements actuels, le recycleur n'est pas inquiet, donc, mais c'est clairement un des paramètres qu'il a envie de tester en premier, et c'est le test qu'on a priorisé sur 2024. Et donc le consensus qui a été trouvé pour cette recommandation-là, ça a été de classer un opercule qui est pelable en vert et un opercule qui est non pelable en orange, car il apporterait plus d'opercules et donc plus de PET. Donc voilà pour les recommandations sur la partie PS. Sur la partie souple PP et PPPE. Donc sur la partie souple PP et PPPE, donc il y a 3 recycleurs qui recycleront ces emballages-là, uniquement du recyclage chimique avec des process qui sont relativement proches. 4 enjeux de la même façon. Le premier donc était sur le corps en PPPE. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez vu, il existait un tableau sur les souples PE. On a regardé l'impact que pouvait avoir le chimique sur ce tableau. Pour 2023, il n'a pas changé. Donc nous, on s'est concentré vraiment sur publier le tableau pour les souples PP. Ça se complexifie un peu quand on parle d'emballages qui sont qui sont complexes en PPPE. On a parfois la question de dire, mais du coup, quel tableau je dois regarder? Est-ce que je regarde celui du PE? Est-ce que je regarde celui du PP? La règle, pour le moment, elle est assez simple. Si vous avez 50% de PE dans votre emballage, il faut regarder le tableau PE. Et si vous avez plus de 50% de PP dans votre emballage, il faut regarder le tableau PP. Mais il y a clairement un enjeu sur cette recommandation-là. Et c'est vraiment le premier test qu'on mènera sur les souples PP. PPPE en 2024, c'est pour consolider du coup cette recommandation, et c'est un test de tri sur les emballages complexes PPPE qui sont majoritairement en PE. À date, du coup, vu qu'ils sont majoritairement en PE, il faut regarder le tableau des souples PE et ça classe l'emballage en rouge. Donc, on a vraiment ces tests de tri optique chez le régénérateur qui vont être menés en 2024 et qui permettront de savoir précisément quelle est l'orientation de ces souples complexes PPPE majoritairement en PE. Et suite à ces tests, le classement sera consolidé. Donc, soit la recommandation restera rouge, soit on pourra faire évoluer les recommandations. Sur le corps complexe PET-PP. Donc, dans le procédé de recyclage chimique, le PET va apporter de l'oxygène qui perturbe les process. Et quand c'est sur un complexe PET-PP, ça perturbe dans des proportions qui ne sont pas acceptables. Donc, le consensus COTREP a été de classer cet emballage en rouge parce que forcément, voilà, un emballage complexe PET-PP va apporter beaucoup de PET, donc beaucoup d'oxygène et donc fort impact sur la qualité de la matière recyclée. Si maintenant on regarde la barrière VOH, donc on a également un apport d'oxygène, mais dans des quantités beaucoup plus faibles et maîtrisables par les recycleurs. Et donc consensus COTREP de le classer en vert. Et sur la barrière PA, alors c'est pas de l'oxygène qui est apporté, mais c'est de l'azote qui est identifié également comme un perturbateur du process de pyrolyse. Quand on regarde les quantités mises en marché, les autres sources d'azote qu'on peut avoir, et la situation actuelle sur les sites de pyrolyse en Europe, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont laissés volontairement sur ces sites-là, le PA a été classé en orange. Et ensuite, donc sur les emballages rigides en PET et PET-PE clair. Donc pour rappel, on a sur le mono PET clair, on a du recyclage mécanique et du recyclage chimique. Par contre, sur le PET-PE clair, on a uniquement du recyclage chimique. Donc on a regroupé les deux au sein d'une même slide parce qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux qui sont communs aux deux. Si on parle de la pelabilité des opercules, pour le PET mono, donc on a dit il y aura du recyclage mécanique et on privilégie donc les opercules pelables qui vont laisser moins de contaminants ou potentiellement laisser moins de contaminants, donc moins d'opercules, moins de soudants sur la barquette. Par contre, sur une barquette PET-PE,
comme on l'a dit, il y aura que du recyclage chimique, donc beaucoup moins d'enjeux en termes de pelabilité, et donc ça se ressent dans les recommandations sur la ligne opercule, dans le tableau PET-PE. Pour les encres qui sont apposées sur ces opercules, sur le PET mono, les recommandations n'ont pas changé pour le coup par rapport à ce qui était déjà publié. Soit on va prendre un opercule PET, lui, il faut qu'il soit non ancré, parce qu'un opercule PET ancré, on aura du mal à s'en séparer tout au long de la filière, et donc l'encre va perturber la qualité de la matière recyclée. Si on a un opercule de densité inférieure à 1, lui peut être imprimé, parce qu'il pourra être séparé lors de l'étape de flottaison. Et si on regarde sur barquette PET-PE clair, pas d'enjeu en termes de recyclage, enfin étape de régénération sur la partie encre. Par contre, il y a un enjeu en termes de tri, qui est que, comme on l'a précisé tout à l'heure, à date, c'est un flux de PET et PET-PE clair. Et donc, plus on a d'encre sur les opercules, plus on a de chances de perdre l'emballage en centre de tri, si l'opercule est ancré. Ça, c'était sur la partie opercule. Sur la partie copolyester, donc là, on parle vraiment d'un emballage qui serait, dont le corps serait en copolyester clair. Avec les informations dont le COTREP dispose à date, on part du principe qu'un emballage en copolyester, il sera orienté vers le flux mono-PET. Et donc, il faut se référer à ce tableau dans lequel les copolyesters sont en rouge, car perturbateurs durant un recyclage mécanique. On sait que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a énormément de références de copolyester et le COTREP a déjà lancé une étude à la fois sur la partie tri et régénération sur ces différents copolyesters. Et donc, on espère que cette étude nous permettra d'affiner les recommandations sur ces copolyesters. Et enfin, dernier point sur les buvards. Donc sur mono-PET, le classement n'a pas changé. Les buvards étaient déjà classés en rouge et ça n'a pas changé. Sur la partie PET-PE clair, donc il y aura uniquement du recyclage chimique. Le buvard, ça va être une perte de rendement chez les générateurs, mais globalement, ils étaient assez d'accord pour dire que ça ne perturberait pas, outre mesure, le recyclage de l'emballage. En parallèle, on a aussi une info sur la partie tri, enfin comportement au tri, qui est que on sait qu'un buvard avec un fort taux de couverture peut entraîner la perte de l'emballage en centre de tri. Et donc le consensus COTREP, ça a été du coup de classer en vert les buvards si le taux de couverture est inférieur à 60% et en orange si le taux de couverture est supérieur à 60%. Et il y a toujours une étude qui est en cours sur ces buvards, à la fois sur PET et PP. Et donc, cette étude nous permettra également de consolider toutes ces recommandations. Et je pense que j'ai fini. Oui. Pour la partie présentation. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Merci Chloé pour la présentation. Donc, on a quelques questions qu'on aimerait poser à l'oral. Donc, la première, c'est est-ce que TRI tient-il à date en compte des recommandations COTREP récemment soumises pour les filières en cours de construction comme les PP souples ou le PET-PE? Ça marche plus. Là, je crois que c'est bon. Donc sur TRI, est-ce que ça prend en compte les recommandations? Pas encore, mais c'est en cours. On est en train de mettre à jour le logiciel. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a eu beaucoup de tableaux d'un coup. Donc on est en train de le faire. Ça sera fait dans le premier semestre 2024. On a encore un peu du mal à vous donner une date très précise, mais c'est en cours. Merci. On a parlé des recommandations sur les rigides PS. On a également une question sur les PSE. Donc, qu'en est-il des PSE en termes de recyclabilité à l'heure actuelle? Est-ce que Quentin, tu veux prendre le point? Oui. Oui, donc du coup concernant les PSE, donc il faut savoir que en effet au sein du COTREP, on étudie le sujet. Donc il y a différents modes de collecte qui peuvent être aussi envisagés concernant ces emballages-là. Donc notamment la phase, on va dire, centre de tri, mais également sur la collecte emportée-livrée ou en déchetterie. Et donc le projet Créastir et ses partenaires travaillent sur ce sujet pour tracer et voir en effet les modes de collecte associés pour pouvoir démontrer la filière de recyclage sur ces emballages. Merci Quentin.
Question suivante. Comment savoir si notre emballage sera recyclé de façon chimique ou mécanique? Eh ben, je prends s'il y a des problèmes Ouais, Chloé dans a la un petit salle. problème de connexion. C'est pas grave, je prends. Prenons un emballage en polystyrène. Donc on vous l'a dit, il y a un recycleur mécanique et un recycleur chimique. En fait, du coup, vous ne le saurez pas si votre emballage va finir dans le mécanique ou dans le chimique. Ça va dépendre du centre de tri. Et en fait, sans doute, votre emballage va finir dans les deux. Et donc, c'est pour ça que finalement, nos tableaux, les tableaux du COTREP, prennent en compte les deux. On a travaillé et le mécanique et le chimique, et le tableau finalement reflète l'ensemble. Et ça va être la même chose pour un film en PE, typiquement, ou un souple en PE, qui a une probabilité de terminer dans le mécanique, une probabilité de terminer dans le chimique. Très bien, merci. Question suivante. Est-ce que ces recommandations et grades, donc vert, orange, rouge, peuvent changer après la publication de PPWR? Allez, comme ça parle PPWR, je reprends. Déjà, nous, je ne sais pas si vous l'avez en tête, dans le tableau COTREP, on a 4 colonnes. 2 vertes, une orange, une rouge. Pour l'instant, dans ce qu'on se fait au niveau européen, il y a 3 colonnes. Vert, jaune et rouge. Donc oui, bien sûr, ça peut évoluer après publication de PPWR. Ce qui est important, je l'ai mis dans les réponses aux questions, mais les recocotrep, ça reflète la réalité terrain là en France. Du tri, du recyclage. C'est basé sur des tests. Et il y a tout le monde. Quand on va vers l'harmonisation européenne, et bah, du coup, on doit faire des compromis. On s'éloigne un tout petit peu de la réalité européenne pour trouver un juste milieu entre la réalité allemande, la réalité italienne, la réalité française, dans un souci de vous proposer une reco pour toute l'Europe, surtout pour les boîtes qui vendent des produits emballés dans toute l'Europe ou des emballages dans toute l'Europe, parce que la conception devient très compliquée. Donc oui, bien sûr, il y aura des évolutions et de la forme des tableaux à anticiper d'ici 2030. Donc c'est pas tout de suite, hein, d'ici 2030. Pour l'instant, COTREP reste en vigueur. Encore quelques années à minima, et puis sur la forme des tableaux et sur le fond des tableaux. Très bien, merci Vincent. Question suivante. Est-il prévu de traiter les barquettes PET opaques avec les PET PE clairs, même contrainte de recyclage par voie de recyclage chimique? Chloé, je te laisse. Mais ça rejoint ce qu'on expliquait tout à l'heure, qui est qu'aujourd'hui, les flux actés, pour les barquettes PET, c'est des flux clairs. Il y a un travail en interne chez CTO pour essayer de voir si on peut inclure ces barquettes PET et PET PE colorées dans les flux. Si on acte que c'est techniquement faisable, oui, du coup, le COTREP pourra travailler dessus et on mettra à jour les recommandations. Et pour le moment, ce que j'ai expliqué, c'est qu'il faut déjà arriver à orienter ces emballages, ces PET et PET-PE colorés dans les flux, notamment recyclage chimique, si possible. Très bien, merci. Ensuite, donc, on a une question par rapport à l'interdiction des styréniques en 2025. Donc, pour la personne qui posait la question, il lui semblait que cette interdiction portait sur les emballages qui sont à plus de 50% en SAN ou ABS. Et donc, pour cette personne, il n'y avait pas de problème à la présence de SAN ou ABS dans une pompe, car ce n'est pas le matériau majoritaire. Est-ce qu'on peut confirmer ce point? Alors, on revient sur un texte réglementaire. Donc, la loi climat nous dit qu'un emballage qui contient du styrène et qui est non recyclable est interdit de mise en marché. Donc, typiquement, si j'ai moins de 50, si j'ai une partie minoritaire en SAN qui perturbe le recyclage, parce que c'est ça qui est important. On peut avoir du SAN et pas perturber le recyclage. C'est typiquement le cas d'un flacon en parfum en verre avec un capot en SAN. On ne perturbe pas du tout le recyclage et c'est complètement autorisé après 2025. Mais si la présence de SAN impacte négativement le recyclage, alors là, oui, il sera interdit également. Il n'y a pas cette règle des 50% dans le droit français. Très bien. C'est très rare. Hein. On connaît pas. Enfin, si vous avez des emballages, remontez vite vers nous parce qu'on en a vu un depuis qu'on cherche des exemples. Merci. Question suivante. Si l'emballage est compatible en recyclage mécanique mais pas chimique, peut-on le considérer comme recyclable et inversement? Je te laisse répondre, Chloé.
Comme disait Vincent, en fait, les tableaux là du COTREP, ils prennent à la fois le recyclage mécanique et le recyclage chimique en compte. Donc, il faut pas se poser la question de qu'est-ce qui se passe en recyclage mécanique, qu'est-ce qui se passe en recyclage chimique. Il faut juste se dire, est-ce que mon emballage respecte les recommandations du COTREP? Si oui, et que la filière existe, c'est recyclable. Voilà, en termes de process, faut pas faire plus compliqué. Merci Chloé. Et une autre question, est-ce que la PPWR va considérer le recyclage chimique en complément du recyclage mécanique? Bien sûr, et c'est déjà le cas dans tous les textes qui passent. Le débat européen, si vous entendez parler de recyclage chimique et de débat au niveau européen, c'est plus sur la considération des matières recyclées dites mass balance, parce que c'est un système qui est assez compliqué et qu'il faut des règles. Donc ça, c'est un débat. Donc comment on comptabilise ça dans les taux de recyclés incorporés dans les emballages? Et en termes de recyclabilité, en termes de recyclage, bien sûr, le recyclage chimique en fait partie. Et donc, bien sûr, c'est pris en compte, y compris dans les normes. On le prend en compte dès maintenant pour certains plastiques. Il faut que ce soit une réalité physique, hein, une réalité sur le terrain pour qu'on le prenne en compte, par contre. Très bien, merci beaucoup. Donc pour les questions après, je crois qu'on est à peu près bon pour les questions à l'oral. Donc on va pouvoir passer à la suite des travaux 2023. Donc on va enchaîner sur les protocoles et avis. Donc pour discuter des protocoles, je laisse la parole à Coralie Rambaud du SRP. Merci Alexandra. Vous m'entendez bien? Super. Donc, effectivement, avant de revenir sur ces sujets, on voulait vous présenter les grands principes d'un test COTREP pour aboutir, en fait, avec ces tests, à un avis général sur des composants d'emballage. Ça peut être une décoration, des barrières, etc. Donc, en gros, qu'est-ce que le COTREP va regarder quand il veut tester un composant? Deux choses principales. Déjà, son impact à l'étape de régénération. Concrètement, à quoi peut s'attendre un régénérateur s'il retrouve cet élément dans son flux habituel. Et deuxième chose, c'est quel sera l'impact à l'étape d'utilisation de la matière recyclée. Donc concrètement, est-ce que le transformateur qui a l'habitude d'utiliser du recyclé va être perturbé par ce nouveau ou ce composant d'emballage? Donc pour ça, le COTREP se base sur des protocoles de test. Donc c'est lui qui les rédige. Et il s'accompagne donc des régénérateurs concernés par le flux d'emballage. C'est un emballage rigide en PE, souple en PE, par exemple. Et il va également céder des transformateurs qui ont l'habitude d'utiliser les recyclés en question. Donc, une fois les protocoles de test rédigés, ils vont être utilisés par des laboratoires partenaires sur leur ligne pilote ou bien directement chez les industriels sur leur ligne de production, selon l'information qu'on cherche à obtenir. Une fois les essais réalisés, ce qu'on va faire, c'est comparer les résultats de l'échantillon à tester avec les résultats de l'échantillon de référence. Donc là, deux particularités sur la philosophie du COTREP. Déjà sur l'échantillon à tester. Le COTREP ne va pas tester l'échantillon à tester à 100% sur toutes les étapes du protocole. Il va les diluer avec la matière de référence. Donc, le taux de dilution que le COTREP choisit, ça va être en fonction des pénétrations sur le marché français des emballages. Concrètement, les taux de dilution décidés selon le composant d'emballage qu'on veut tester va être fait sur mesure, selon le type d'emballage concerné, la quantité du composant dans l'emballage, etc. Donc souvent, les taux de dilution choisis sont en fonction du taux actuel de pénétration sur le marché, futur, voire même on prend en compte parfois un pic de consommation pour se mettre vraiment dans un cas un peu worst case, pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose. Ça, c'était la première particularité. La deuxième particularité, c'est la matière de référence. Le COTREP a décidé d'utiliser comme matière de référence une matière recyclée. Pourquoi ? Parce que les régénérateurs, en fait, ont besoin de savoir concrètement qu'est-ce qui va se passer dans leur flux actuel s'il y a ce composant d'emballage dedans. Donc, notamment sur la partie caractéristique du produit fini, caractéristiques mécaniques, couleurs, etc.
Donc, pour la partie régénération, la matière de référence, ce sera de la matière recyclée homogène et représentative d'un flux issu de la collecte sélective, bien sûr. Et pour l'étape de l'application finale, en général, cette matière de référence va être diluée dans du vierge selon les pratiques des régénérateurs qui ont l'habitude d'utiliser cette matière recyclée. Donc ça, c'est les principes de base d'un test COTREP en général. Maintenant, si on va sur la partie des travaux 2023 sur les protocoles de test, donc en 2023, on s'est concentré sur les protocoles de test des rigides polypro et rigides polyéthylène. Pour les rigides PP, les protocoles sont encore en cours de rédaction, devraient sortir dans l'année. Les rigides PE sont finalisés et vont sortir très prochainement. Donc si on se concentre sur les protocoles de test des rigides PE, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est de voir ce qui va se passer à la régénération et ce qui va se passer à l'utilisation du recyclé. Donc c'est pourquoi on a décidé de faire 2 protocoles de test, un sur la partie régénération, donc rigide PE 1, et un sur la partie transformation, utilisation du recyclé, extrusion soufflage rigide, PE 2. Ces protocoles sont complémentaires évidemment. On commence par la partie régénération et on complète, pour finir de tout observer, sur la partie 2, extrusion soufflage. Donc une fois que ces protocoles seront publiés, vous pourrez les retrouver sur le site du COTREP. On a mis le lien sur la présentation. Donc si on va un peu plus dans le détail des étapes du protocole des rigides PE, donc vous voyez à gauche le protocole de test rigide PE 1 qui correspond au protocole de test régénération, et à droite le protocole de test rigide PE 2 qui correspond à l'utilisation de matières recyclées. Pour la régénération, c'est des étapes classiques d'un recyclage des emballages rigides PE actuels, c'est-à-dire une étape de broyage, une étape de lavage à froid, parce que ça correspond aux pratiques des régénérateurs français qui reçoivent ces emballages aujourd'hui. Ensuite, il y a une partie donc mélange, comme je disais, avec la matière de référence. Donc la matière de référence, comme je disais tout à l'heure, c'est une matière issue d'un des 4 régénérateurs français et qui respecte un cahier des charges précis pour être un peu sur la même base. Donc c'est-à-dire on va contrôler et respecter le taux de PP, le MFI et notamment la maille de filtration utilisée à l'extrusion. Tout ça est contrôlé pour avoir quelque chose le plus homogène possible. Donc une fois que les mélanges sont effectués, on va passer à l'étape de flottaison pour voir effectivement si ça coule ou ça flotte. On va sécher et on va granuler à une filtration justement représentative des pratiques actuelles des régénérateurs qui reçoivent la matière. Donc régénérateurs français principalement. Pour la partie utilisation de la matière recyclée, donc là, la matière qui sort de la partie régénération va être diluée à 50% avec du vierge et ensuite on va fabriquer des flacons. Pourquoi on a décidé de tester cette matière sur les flacons? Parce qu'aujourd'hui, les 2 principales débouchés du RPE français, c'est les tuyaux de voirie et les emballages type flacons non alimentaires, donc en général des flacons d'huile de moteur, par exemple. Donc on a choisi de partir sur des flacons. Une fois les flacons fabriqués, on va faire des analyses sur le flacon et tous les résultats vont être comparés entre la matière de référence à 100% et la matière de référence qui a l'élément à tester en dilution. Et à la suite de ça, on va aller interpréter ces résultats pour aboutir à un avis général. Donc maintenant, une fois que les protocoles sont publiés sur le site COTREP, tout le monde peut aller faire une demande auprès des laboratoires extérieurs pour tester leurs composants et leur emballage. Donc voici globalement la partie des protocoles et je laisse Aya prendre la main pour la partie avis. Donc pour la suite, je vais vous parler d'un des travaux phares qui ont été finalisés en 2023, qui était la campagne de test sur la présence de BOPE dans la filière des souples PE et leur impact à la régénération.
Donc l'avis a été publié il y a quelques jours sur le site du COTREP, donc n'hésitez pas à aller sur le lien suivant si vous souhaitez le consulter plus dans le détail. Donc lorsqu'on parle de BOPE ou de PE orienté en général, on parle d'un procédé d'orientation du PE, c'est-à-dire que notre film va être étiré selon une certaine direction lors de sa mise en forme sur la machine, et cet étirement va permettre d'améliorer ses propriétés mécaniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une innovation qui vient répondre à la volonté de mettre sur le marché des emballages en mono-PE avec des propriétés fonctionnelles satisfaisantes, et la preuve en est qu'on le retrouve dans des applications variées dans l'emballage, donc du sachet de fromage râpé au doigt pack de fruits secs, aux produits traiteurs, etc. Donc des produits qui ont des besoins de barrières notamment. Ce qui est aussi important à comprendre, c'est que ce procédé d'orientation est impossible à utiliser sur un PE conventionnel, donc un PE basse densité, comme on en trouve dans les autres emballages qu'on retrouve donc dans la filière des souples PE. Et donc, si on veut utiliser ce procédé, on a besoin d'utiliser des grades de PE différents pour avoir un emballage in fine un peu plus rigide, un peu moins déformable, typiquement pour que notre sachet de fruits secs tienne tout seul debout. Voilà. Et donc l'objectif de ce test COTREP était d'évaluer l'impact de l'introduction de ces nouveaux grades de PE sur le flux existant, et en particulier voir si ça allait changer quelque chose aux propriétés mécaniques du PE recyclé qu'on allait avoir en sortie, et donc ses débouchés. Donc ce test a été réalisé à l'échelle pilote selon le protocole du COTREP pour les souples, donc sensiblement à l'image de ce qu'a pu présenter Coralie plus tôt. Donc la première phase, c'est la fabrication de granulés. Donc on passe par une étape de broyage, de lavage, de flottaison et d'extrusion de granulation. À ces étapes-là, aucun impact n'a été constaté sur les caractéristiques des granulés ni sur l'équipement. Donc tout s'est bien passé. Ensuite, à la deuxième phase, on transforme ces granulés en film. Donc on va venir par un procédé d'extrusion gonflage former du film à partir de ces granulés qui contiennent notre matière à tester, ici le PE orienté. Et donc là, aucun impact n'a été constaté à la fabrication du film. En revanche, un léger impact sur l'aptitude à la soudure a été relevé, mais in fine sans risque significatif sur l'utilisation finale, donc pas discriminant. Ce qui nous mène donc à conclure que l'utilisation de PE orienté, et par extension, ce qu'on veut dire par là, c'est l'apport de ces nouveaux grades de PE testés, sont bien tolérés dans la filière, bien entendu dans les taux d'incorporation étudiés. Vous pouvez avoir le détail sur l'avis. Et voilà, donc ces PE orientés n'apportent pas d'impact significatif sur les propriétés mécaniques du PE recyclé, ce qui est une bonne nouvelle puisque ça ouvre une porte à une alternative pour les emballages complexes non recyclables. Donc je laisse la main à Hélène pour l'articulation COSET-COTREP. Oui, donc je vais vous parler un petit peu du COSET et de son articulation avec le COTREP. Donc déjà, qu'est-ce que le COSET? Je pense qu'un certain nombre d'entre vous n'ont jamais entendu ce nom. Le COSET, donc c'est le comité technique pour le comportement des emballages en centre de tri. C'est un comité qui a été créé fin 2021 et avec lequel le COTREP travaille depuis un peu plus d'un an. Et nous allons être amenés à travailler de plus en plus, à poursuivre notre collaboration avec le COSET dans le futur. C'est pourquoi nous avons voulu vous en parler un peu plus en détail aujourd'hui. Donc le COSET, comme son nom l'indique, est focalisé sur l'étape de tri en centre de tri. Jusque-là, ces études-là étaient rattachées au comité matériaux, mais il y a eu une volonté du coup en fait de fusionner la connaissance tri sur tous les matériaux des emballages ménagers, donc pas que les plastiques. C'est pourquoi du coup le COSET a un lien avec les différents comités matériaux de recyclage que vous voyez en bas de la slide, donc Alutrec pour l'aluminium, les emballages en aluminium, le COTREM pour les emballages métalliques, le CEREC pour les emballages papier-carton et le COTREP pour les emballages plastiques ménagers à chaque fois. Le COSET est composé de 3 grands types de structures. On retrouve les opérateurs du tri, donc qui sont représentés par De Richebourg Environnement, qui du coup va apporter la connaissance au niveau du process du centre de tri, donc de l'ensemble des machines qu'il y a dans un centre de tri.
Ensuite, donc, il y a les fabricants de tri optique représentés par Pélinck et Tomra qui, eux, vont apporter leur expertise au niveau vraiment des machines de tri optique en spécifique. Et enfin, les éco-organismes représentés par Citeo dans ce comité. Donc, le COCET va réaliser différents essais autour de la thématique du tri en centre de tri. Comment vont-ils réaliser ces essais? Ils vont se baser sur des protocoles. Aujourd'hui, il y en a 2 qui sont disponibles. Le premier est donc le protocole sur le comportement des emballages en centre de tri. Donc c'est un emballage qui pourrait avoir un comportement potentiellement perturbateur qui va être testé et comparé à un emballage de référence non perturbateur. Le test va être réalisé dans 3 centres de tri qui ont des technologies représentatives, notamment par rapport à ce qui doit être testé. Donc ça, c'est un premier protocole. Le deuxième protocole qui est aussi beaucoup utilisé sur les différents tests de tri, c'est donc le protocole sur les tests de tri optique, qui est réalisé donc dans les centres de test de Tomra et de Pélinck, où là, donc également, un élément perturbateur ou potentiellement perturbateur ou une innovation va être comparé à une référence non perturbatrice. Et sur ce protocole, des tests statiques et dynamiques seront réalisés sur les machines de tri optique par rapport dans un flux de références données par rapport à l'emballage testé. Donc ce protocole est basé sur le protocole élaboré par le COTREP sur les emballages sombres, qui est publié depuis plusieurs années aujourd'hui déjà. Et donc, ce protocole COCET sur le tri optique reprend ces éléments, mais d'une manière un peu plus générale sur l'ensemble des emballages. Comment est-ce que le choix est fait entre ces différents protocoles? Donc, tout va dépendre de ce qui est testé au niveau de l'emballage et de l'impact identifié sur le tri. S'il y a un impact identifié au niveau de son comportement sur une des machines du processus de tri, ça sera le premier protocole qui serait réalisé. Si c'est plutôt au niveau de la détection dans les trieurs optiques, ce sera le deuxième protocole. Il peut également y avoir les 2 protocoles réalisés pour un même échantillon. Donc ça, c'est les essais qui seront réalisés par le COCET. Ensuite, comment est-ce que tout ça s'articule avec le COTREP? Il y a, on va dire, 4 grandes étapes que nous suivons. Déjà, donc, nous identifions les essais à mener en concertation COTREP et COCET. Donc, on va définir les essais à mener soit par rapport à la feuille de route du COTREP que nous dressons annuellement, soit également par rapport à des remontées qu'il peut y avoir au niveau du COCET sur des perturbateurs qui pourraient être identifiés en centre de tri, par exemple. Une fois les thématiques actées sur l'année entre le COTREP et le COCET, nous définissons les protocoles qui sont attestés pour chaque thématique. Ensuite, nous contactons des fabricants d'emballage et des metteurs en marché, donc souvent via Ellipso et Citeo, pour obtenir les différents échantillons nécessaires à l'essai et dans les quantités nécessaires prévues aux différents protocoles. La troisième étape ensuite, donc le COCET va réaliser ses essais et va remettre au COTREP un rapport de test ou un avis simplifié COCET donc, qui sera remis au COTREP. Le COTREP va ensuite analyser du coup les résultats de ces essais de tri et les cumuler à la compatibilité au niveau des filières de recyclage. Donc, on va vraiment cumuler tri et recyclage pour les englober dans un avis général COTREP sur la thématique visée et également dans nos recommandations qui sont publiées en ligne. Un point également à noter, c'est que après le centre de tri, donc la matière est envoyée chez les différents régénérateurs et en entrée des usines de recyclage, il y a également un tri qui est très souvent réalisé par les recycleurs, notamment l'étape de tri optique qui est très présente. Donc cette thématique-là, au niveau régénérateur, reste dans le champ d'action du COTREP, puisque le COCET se focalise uniquement sur la partie centre de tri. Donc s'il y a besoin, le COTREP va également réaliser des études complémentaires sur le tri en centre de régénération pour venir affiner les recommandations et le classement des différents éléments. Voilà pour la partie sur le COCET. Je redonne la parole à Alexana.
Merci à toutes les trois pour ces présentations. Donc, on va passer à quelques questions. Première question sur les protocoles. Est-ce que la décontamination pour usage alimentaire du recyclé est également étudiée? Je laisse Coralie répondre. Ouais. Alors, pour les protocoles polyolépines, ce n'est pas le cas car les pratiques actuelles en France ne vont pas jusqu'à la décontamination. Si demain, les régénérateurs de polyoléphine décontaminent leur recyclé pour revenir au contact alimentaire, par exemple, là, on le prendra en compte. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Si je peux me permettre de compléter, ça dépend également du coup des protocoles. Donc sur d'autres types de protocoles, on pourrait éventuellement inclure cette étape, notamment sur le PET aujourd'hui qui existe. Merci pour la réponse. Une autre question sur les protocoles. Comment s'intègrent les fabricants de machines d'emballage dans les protocoles de test COTREP? Donc, pour ce protocole de test sur les fabricants, sur la fabrication du produit fini, là, c'est Ellipso qui va s'adresser à ses adhérents pour demander justement leurs pratiques habituellement sur la réincorporation de recyclés dans leurs produits. Donc, ça permet de récupérer des informations par ce biais-là. Donc, soit ils vous contactent, ou sinon, n'hésitez pas à passer par eux et les solliciter pour donner votre avis. Votre avis est bienvenu. Et question suivante, est-ce que Coralie, tu peux expliquer l'intérêt de l'étape de flottaison, s'il te plaît? Oui, bien sûr. La flottaison a une fonction de séparation densimétrique. C'est-à-dire qu'on va aller faire flotter des éléments et faire couler d'autres éléments. Dans le cas des polyoléphines, donc pour rappel, les polyoléphines flottent. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est de sortir tout ce qui ne flotte pas, donc a priori tout ce qui n'est pas polyoléphine. Par exemple, on peut retrouver du PET résiduel, des éléments métalliques, des ressorts, des petites billes qui se retrouvent dans l'emballage et qui sont séparés normalement d'éléments de l'emballage, enfin de l'emballage à l'étape de broyage. Donc cette étape de flottaison sert à faire une séparation densimétrique, donc une purification des polyoléphines. Merci beaucoup. Une question pour le BOPE. Aya, est-ce que tu peux nous dire si l'impact de la réticulation du BOPE a été étudié durant les tests COTREP? Alors, pour la vie générale BOPE, ça n'a pas été le cas. Et le sujet de la réticulation au global, pas seulement sur les PE orientés, sera adressé dans un second temps par le COTREP. Merci. Et pour le COSET, Hélène, peut-on solliciter un avis COSET? Alors, pour solliciter des essais au niveau du tri, donc au niveau du COSET, vous pouvez passer donc par le COTREP pour formuler votre demande ou contacter directement le COSET une fois que vous nous fournirez le contact. Et les essais seront réalisés en fonction de la bande passante et de la feuille de route prévue également. Si je peux compléter, Hélène. Juste comprendre, c'est la même logique que le COTREP, le COSET, c'est de dire, on vous fait des recommandations sur ce qui se trie, ce qui se trie pas. Si vous ne trouvez pas vos petits, en fait, dans nos recommandations, bah oui, demandez-nous et on verra comment faire un test selon les priorités. Mais l'idée n'est pas de délivrer des tests de tri et des tests de tri au niveau du COSET, c'est plutôt donner des recommandations générales. Et puis oui, quand vous n'avez pas la réponse, on est là pour aider, bien sûr. Et puis, il peut y avoir des éléments de réponse qui ne sont pas forcément explicites dans les tableaux, où nous avons déjà des connaissances au niveau du tri, donc n'hésitez pas aussi à poser les questions au COTREP. Merci. Et une autre question sur le sujet COSET. Donc, les fournisseurs de colorants ont eux-mêmes les machines type Pélink ou Tomra. Donc on nous signale que les essais du COTREP peuvent être longs et coûteux et donc certaines PME ne pourraient pas supporter de tels coûts pour tester chaque colorant. Donc est-ce qu'ils peuvent s'en remettre aux attestations fournies par leurs fournisseurs? Alors, au niveau du tri des emballages sombres, en effet, donc pour des fabricants d'emballages, il y a une liste déjà de colorants qui a déjà été validée au niveau du COTREP et qui est disponible sur une liste sur le site de Citeo et également dans les avis du COTREP sur le site du COTREP. Donc, si vous êtes fabricant d'emballage, vous pouvez vous servir des colorants existants, contacter les fournisseurs de colorants pour
utiliser des colorants qui sont déjà certifiés et qui sont déjà validés par les essais COTREP. Ensuite, nous avons besoin, voilà, si c'est un colorant qui n'existe pas, on a besoin de vérifier sa détectabilité et de passer par le protocole. Et donc les coûts sont vus directement avec Tomra et Pelink pour cette partie-là. Merci Hélène. Une question pour l'avis BOPE. On nous demande si il a été pris en compte un film complexé BOPE pour cet avis. Et on nous demande également si le test a été fait sur un film imprimé ou non imprimé. Alors, les échantillons qui ont été testés étaient sans couche soudante et n'étaient pas imprimés. L'idée, c'était vraiment de tester l'apport de ces nouveaux grades de PE indépendamment de la colle ou de l'encre. Et vous avez le détail donc dans l'avis qui est publié sur le site du COTREP. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc on va pouvoir passer à la dernière partie, donc qui traite des travaux 2024. Donc nous allons pouvoir vous présenter notre feuille de route 2024 et je laisse la parole à Quentin Delipso. Oui, en effet. Donc, on va commencer autour des sujets souples. Donc, a été initié sur la fin d'année et sera en cours sur ce début d'année la mise à jour, ou plutôt une évolution du protocole souple, qui permettra ensuite d'alimenter les différents travaux autour des souples. Avec également, donc, j'ai vu qu'il y avait quelques questions au niveau des polyamides. Donc, en effet, c'est un sujet qui est repris côté du COTREP pour évaluer de nouvelles structures PA6 ou PA666. Également, donc, a été initié, sera encore en cours sur ce début d'année, donc l'impact de l'éthylène vinyle acétate dans le polyéthylène. Et puis des tests seront également menés donc autour du tri sur les complexes PEPP. Autour donc des bouteilles et flacons ont été initiés sur 2023, donc l'impact des bouchons solidaires sur flacons PE, avec notamment l'impact des grades matières utilisés sur ces bouchons. Ont été également initiés donc une étude sur les manchons CPET, donc PET cristal sur les bouteilles PET, donc autour de l'orientation, mais également de la recyclabilité. Également donc une étude qui a été lancée sur la dorure sur les rigides PET et également donc une étude sur les PET modifiés pour le flaconnage. Et donc sur les sujets pots et barquettes, plusieurs études également ont été initiées ou seront en cours sur ce donc 2024. Une étude autour des barquettes PE dans le flux rigide PE, également autour donc d'un sujet sur les grades de matières utilisées, l'impact des étiquettes et des cols sur les rigides PE-PP. Un nouveau protocole qui va être établi autour des PS et également donc barquettes PET. Et puis suite aux travaux de 2023, la finalisation de l'étude sur les buvards sur les barquettes PET PP. Et un nouveau sujet qui sera également donc mis à l'ordre du jour sur 2024 autour des PP expansés, donc les problématiques notamment liées autour du tri sur les matières expansées. Et donc derrière également sur l'étude de leur recyclabilité en fonction des résultats de tri. Et comme disait donc Hélène juste avant, autour des emballages sombres, c'est un peu un fil rouge côté COTREP. Donc c'est toujours à l'ordre du jour, donc avec 23 avis qui ont été publiés sur 2023. Et voilà, si vous avez également des sujets pour pouvoir nourrir ces avis, n'hésitez pas du coup à revenir vers nous sur ce sujet. Donc vous pouvez retrouver la liste des colorants en effet sur le site. Merci Quentin pour la présentation.
J'attends un tout petit peu pour voir si on m'envoie des questions sur la feuille de route. Alors, il y a une première question. Y a-t-il des études prévues sur la dorure sur les flacons PP et PET pour donner des recommandations, par exemple, surface de dorure maximale acceptable ou des technologies d'impression qui seraient acceptées? Je prends, allez. Ouais, vas-y, merci. On va laisser sans réponse. Sur PET, il ne faut pas mettre de métal. Ça va être très très simple. Peut-être qu'en recyclage chimique, ça va ouvrir des portes. Mais généralement, si vous mettez de la dorure sur un boîtier en PET, il sera sans doute coloré, votre boîtier. Et donc, on l'a dit, pour l'instant, il n'y a pas encore de filière de recyclage établie pour ce type d'emballage. Et puis, sur un flacon PET, alors par contre, là, c'est complètement rédhibitoire. Sur un PP, par contre, ça c'est à l'étude. On est en train de. Il y a déjà des recommandations. Métal dans PP, vous trouverez déjà des informations sur le site Cotrep. Et on est en train d'affiner nos connaissances et nos recommandations sur la présence de métal dans les polyoléfines, donc c'est-à-dire dans les emballages en PE ou dans les emballages en PP, pour que ce soit, pour vous donner une vision large des dorures, mais également des impressions, de la présence d'un ressort et d'une bille ou d'un opercule. Est-ce que c'est la même chose? Donc tout ça est en train d'être testé. On va en parler dans les travaux 2024. Merci Vincent. Question suivante. Est-ce que dans la catégorie peau et barquette, on peut englober de manière générale les autres rigides? Je peux prendre la question. En effet, donc la catégorie peau et barquette se dénomme ainsi, mais elle prend en compte en fait tous les autres types de rigides qu'il peut y avoir hors bouteille, et flacons, qui sera du coup dans la filière bouteille et flacons. Tous les autres rigides seront plutôt dans la filière peau et barquette. Merci Hélène. Question suivante. Donc on nous indique que parfois les fournisseurs ont du mal à dire si les colles ou les encres peuvent être perturbatrices de tri, donc si elles sont lavables ou non. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une liste des types d'encre ou de colle précises de ce qui est perturbateur de tri selon les matériaux? Alors allez, je prends perturbateur du recyclage. Parce qu'au tri, la colle, elle fait rien du tout. Hein. Donc c'est chez le recycleur qu'elle peut avoir un impact. Donc sur les bouteilles PET, il y a des colles qui sont lavables, ça existe. Et il y a un protocole de test pour valider que la colle ou pas existe. Concernant les rigides en PE ou PP, par exemple, donc là, on va dans des températures, on va laver dans de l'eau à température ambiante. Donc à notre connaissance, pour l'instant, il n'y a pas de colle lavable. Donc simplifiez-vous la vie. Dans les PE-PP, il n'y a pas de colle lavable à date. Et donc et nos recos prennent en compte ce point-là. Hein. À la fois, elles encouragent les fabricants de colle à développer des colles lavables, et en même temps, elles nous disent, si votre colle n'est pas lavable, voilà quelle étiquette mettre. Donc ça, vous trouvez tout sur vos recos. Et donc, ce qui est très important sur cette question des colles, c'est surtout de savoir, on parle de quel emballage. La colle sur quel emballage. Merci Vincent. Et une question, peut-être que Hélène, tu pourras prendre le point. Est-ce qu'il y a des tests de tri et de recyclage prévus sur les barquettes PET operculées colorées en 2024? Ça va faire partie des sujets à adresser en fonction de l'orientation de ces barquettes colorées. Pour le moment, on n'a pas forcément prévu un essai là-dessus, mais en fonction de l'orientation de ces barquettes colorées, nous allons sûrement réaliser des essais pour voir leur orientation au niveau de la filière de recyclage. Okay. Merci Hélène. Je vous propose qu'on passe à la conclusion de la matinée et on reprendra un petit temps de questions-réponses pour les questions qui auraient été posées, qui seraient un peu laissées sans réponse et qui nécessitent d'être répondues à l'oral. Donc je laisse la parole à Olivier Villecot du SRP pour la conclusion de cette matinée et ensuite on refera un petit temps de questions-réponses. Merci Alexana. Donc moi je suis Olivier Villecot, je suis le directeur général du SRP. Et ce que je dois dire, c'est que ça fait 4 ans que le SRP a rejoint le Cotrep. Et je dois dire que ça s'est très bien passé.
Et je voudrais remercier toutes les équipes historiques de leur accueil. Du travail fait, parce qu'on a pu voir ce matin qu'il y a un travail énorme qui est fait, et ce que je peux vous dire, c'est que des gens motivés. Et merci aux 2 représentantes du SRP, Coralie et Marie-Claire, pour leur implication qui peut représenter un pourcentage de temps parfois important par rapport à leurs activités autres. Alors, c'est quoi la raison d'être du COTREP? Le COTREP, c'est là pour aider les plasturgistes et les metteurs sur le marché à mieux concevoir un emballage qui puisse se recycler. Et si l'emballage peut se recycler, ça veut dire aussi qu'on peut incorporer des MPR, donc des matières premières de recyclage, dans ces emballages. Et finalement, en période de plastic bashing, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est la meilleure arme anti-plastic bashing, parce que aussi un emballage qui se recycle, c'est un emballage qu'on ne retrouve pas dans les océans, et on le sait tous aujourd'hui, l'angle d'attaque du plastique, c'est le plastique dans l'océan. Le COTREP est là aussi pour accompagner les innovations, pour faire en sorte que l'innovation ne va pas à l'encontre du recyclage. À une époque, pour les anciens qu'on connaissait, on parlait de recyclo-conception, avec une idée que l'innovation ne va pas s'abaisser quand même à intégrer la recyclabilité. Et en fait, c'était une grave erreur. Et aujourd'hui, on est content de prendre en compte tous ces éléments. Je voudrais dresser 3 enjeux pour le futur. Le premier enjeu, on veut augmenter finalement cette vitesse de la chaîne de valeur, cette boucle circulaire, où aujourd'hui on se dit tous que on n'intègre pas suffisamment de recyclé, mais qui dit intégrer du recyclé, ça veut dire collecter plus des emballages recyclables et pouvoir les intégrer sans pour autant nuire à la qualité des produits que l'on va commercialiser. Donc c'est un enjeu important qui va s'accompagner, on s'aperçoit de plus en plus, on parle de boucle fermée. C'est-à-dire on fait attention de se dire est-ce que la bouteille va pouvoir être recyclée en bouteille, et on voit que finalement ces notions-là s'accompagnent d'un changement de comportement. Si je prends les bouteilles d'eau minérale gazeuse, qui c'est souvent avec beaucoup de couleurs, les metteurs sur le marché ont tendance à retirer cette couleur pour pouvoir être recyclés en bouteille plutôt que d'être recyclés en fibre. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça modifie les comportements. L'autre élément important, c'est le taux de rendement matière. On a des obligations d'incorporation qui vont arriver avec la PPWR, dont a parlé Vincent un petit peu avant, et on va avoir des taux d'incorporation assez importants qui vont nous obliger à avoir beaucoup de matières recyclées à commercialiser pour pouvoir remplir les obligations réglementaires des plasturgistes ou des metteurs sur le marché. Et ça veut dire que quand on met des éléments perturbateurs qu'il va falloir éliminer au recyclage, non seulement ça a un coût, puisque ces déchets, il faut s'en débarrasser, et en plus, ça baisse la quantité de MPR disponible au final, et ça augmente le coût de toute cette chaîne de valeur. Et ça augmente le coût pour la France aussi, parce que vous le savez peut-être, la France paye une taxe au niveau européen de 800 € la tonne sur tous les plastiques qui ne sont pas recyclés. Et donc, on a tous intérêt à maximiser les rendements matières. Et j'imagine bien que dans le futur, dans les tableaux COTREP, on prendra aussi cet élément en compte, de savoir si tel élément n'est peut-être pas perturbateur pour le recyclage, peut-être qu'on en fait notre affaire parce qu'on sait l'éliminer. Par contre, il va être perturbateur pour le rendement matière au final. Et puis, je voudrais mentionner le recyclage chimique qui est en train d'arriver. Au niveau du SRP, on a beaucoup d'adhérents chimiques qui arrivent au sein de notre organisation. Bon, le recyclage chimique aujourd'hui n'a pas démarré. Donc au niveau du COTREP, on essaye d'anticiper tout ça et de voir comment ça va se passer. En même temps, les chimistes nous disent, le recyclage chimique n'a pas vocation à recycler ce que le mécanique sait recycler. Et donc, on peut imaginer qu'on ait des doubles recommandations
mécaniques, chimiques demain, même si c'est pas encore le cas aujourd'hui. Et ça peut être un choix, par exemple, du metteur sur le marché de se dire, mon produit, mon emballage sera plutôt voué pour être recyclé chimiquement, sachant que le recyclage chimique coûte plus cher en termes de coût et il a une empreinte environnementale moins performante que le recyclage mécanique, parce qu'il y a plus d'étapes. Et au final, le prix du recyclage chimique sera plus cher. Donc, si on doit reboucler la boucle et refaire le même emballage avec un emballage qui aura été recyclé chimiquement, ça coûtera plus cher pour le metteur sur marché. On peut imaginer des scénarios comme ça. Donc, il ne faudrait surtout pas que, sous prétexte qu'il y a du recyclage chimique qui arrive demain, qui va être capable de dépigmenter ou de peut-être de rendre alimentaire, on perd les habitudes d'une éco-conception qui soit maîtrisée et respectueuse de la suite de ce qui va se passer pour l'emballage en fin de vie. Voilà. C'est les trois notions dont je voulais parler. Et puis pour conclure, je voudrais terminer sur une note positive. Hier, Christophe Béchu a présenté, a donné le coup d'envoi d'une réflexion sur l'adaptabilité de la France au réchauffement climatique. On est tous conscients maintenant que l'augmentation des 1,5 degrés qui était visée il y a quelque temps, en 2015, n'est plus atteignable et on va plutôt se diriger vers du plus 4 degrés. Alors, plus 4 degrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on aura des événements climatiques qui seront un petit peu extrêmes, par exemple des inondations, des sécheresses, des pics de chaleur, des pics de froid. C'est ça que ça veut dire le réchauffement climatique, c'est plutôt un dérèglement climatique. Et moi, je suis persuadé que les emballages plastiques, avec leur performance pour protéger les contenus, l'eau par exemple, qui va être un grand sujet dans les années qui viennent, et aussi leur performance environnementale, ont un rôle clé à jouer dans cet environnement perturbé. On voit bien que dès qu'on a des inondations, il faut de l'eau en bouteille. Dès qu'on a des sécheresses, il faut de l'eau en bouteille, parce qu'il n'y a plus forcément d'eau du robinet potable. Et donc, c'est un message aussi pour les plasturgistes, pour dire ne cédez pas aux sirènes du plastic bashing, ayez confiance dans vos emballages, mais bien conçus, éco-conçus, et le COTREP est donc là pour vous aider à mieux innover. Merci Olivier pour cette conclusion. Donc, on va pouvoir passer à une dernière partie de questions-réponses. Donc, une question, on nous demande s'il serait possible de faire des notifications de communication quand des mises à jour des recommandations sont faites, par exemple, sur le site du COTREP. Donc, on note bien ce point. Aujourd'hui, avec la structure du COTREP et le site, c'était pas forcément possible. Donc, on va voir si on peut mettre en place ces nouvelles pratiques prochainement. Une question ensuite, quand est-ce que l'accès à tri est prévu pour les fournisseurs d'emballage? Si quelqu'un de Citeo veut bien répondre. Allez, on va faire du teasing. Donc normalement, l'accès à tri est déjà accessible aux fabricants d'emballage sur demande. Par contre, on l'a pas mis à jour. C'était un Excel qu'on mettait pas à jour. Et donc, à partir normalement de mars, avril, vous aurez accès à l'outil en ligne tri, donc exactement le même que les entreprises qui mettent des produits emballés sur le marché quand vous êtes fabricant. Et d'ailleurs, ce sera ouvert à tout le monde. Et donc, on fait, si vous voulez bloquer dans votre agenda, on fait un événement tout début avril, pour pas dire de bêtises, le 4 avril matin. Et on va faire une invitation dans ce sens pour lancer l'outil et vous faire une démonstration pour les entreprises qui sont intéressées. Merci Vincent. Une autre question. Peut-on mettre dans la catégorie peau et barquette tous les autres rigides, type rouge à lèvres, mascara, etc. Je laisse Chloé prendre le point.
Oui, Hélène a déjà plus ou moins répondu à la question tout à l'heure, mais du coup, dans les catégories, on avait historiquement la catégorie bouteilles et flacons qui correspondait aux filières de recyclage qui avaient été créées pour les bouteilles et flacons. Et donc, la catégorie pots et barquettes prend les pots et barquettes, mais prend en fait tous les autres rigides qui ne sont pas des bouteilles et flacons, dont les emballages que vous avez cités ici. Merci Chloé. Une autre question, quel est l'impact du biosourcé sur la recyclabilité du PP ou du PE? Par exemple, PP et 20% de biosourcé. Vas-y, je te laisse parler, Coralie. Alors quand on parle de biosourcé, il faut savoir si c'est, faut pas confondre biosourcé et biodégradable. On peut avoir des biosourcés qui correspondent à du polypro, par exemple, dans ce cas de figure, ou des biosourcés autres. Si c'est un biosourcé qui a la même structure moléculaire qu'un polypro, en théorie, c'est compatible avec la filière de recyclage polypro. C'est autre chose, ça va perturber le recyclage de cette filière polypro si c'est orienté dans cette filière. Merci Coralie. On a également une question par rapport au PVC. Donc on nous dit dans les flux collectés et recyclés, on parle du PVC régulièrement, mais nous n'avons que peu d'éléments sur sa filière. Comment est-il valorisé à ce jour? Je peux répondre sur la question. Le PVC aujourd'hui donc n'est pas recyclé puisqu'il n'a pas de filière. Donc en centre de tri, il va plutôt passer en refus. Et puis, pour être destiné donc à une valorisation énergétique, mais le problème, c'est qu'à sa valorisation énergétique, il pose des problèmes environnementaux et compromet la santé des opérateurs puisque le fait de le valoriser énergétiquement fait qu'il dégage des fumées chlorées qu'on ne sait pas toujours gérer dans les cimenteries là où il est traité. Donc voilà, je peux en profiter pour vous dire que Citeo propose un groupe de travail, notamment, j'ai vu la question passer pour le pharmaceutique, donc a clôturé un groupe de travail sur les alternatives au PVC pour les emballages pharmaceutiques. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Citeo pour avoir plus de détails, et des travaux sur le sujet sont en cours pour encourager à la sortie de ce matériau. Merci Aya. Une autre question, quelles préconisations et possibilités pour les emballages multirésines? Je peux prendre si vous voulez. Donc pour les emballages multirésines, donc il faut se référer toujours au tableau de recommandation du COTREP en fonction de la résine majoritaire. Vous pouvez vous orienter vers cette résine-là au niveau des recommandations. Et dans le début de nos tableaux de recommandation, il y a une catégorie résine où il y a la compatibilité ou non avec la multirésine, sachant qu'il faut toujours privilégier le monomatériau. C'est ce qui se recycle mieux, notamment mécaniquement. Il y a quelques multirésines qui ont des filières de recyclage qui s'enclenchent aujourd'hui, comme les souples en PEPP ou les barquettes en PETPE. Sinon, en dehors de celle-ci, il faut privilégier vraiment du monorésine. Merci Hélène. Est-ce que l'intégration de recyclés est normée pour les matières autres que le PET? On nous donne l'exemple de souples à usage cosmétique, par exemple. Vincent, si tu veux bien prendre le point. Quand personne prend, je prends. Allez, donc non, aujourd'hui on a un cadre très clair pour les plastiques qui sont utilisés au contact alimentaire, un cadre européen qui repose sur les travaux de l'EFSA et qui est cadré par un règlement européen. Dans le cadre de la cosmétique, en particulier, on sait qu'il y a différents types de produits cosmétiques. Il y en a qu'on peut appliquer sur la peau sans rincer, et puis il y en a d'autres qu'on va rincer. Donc pour ceux qu'on va appliquer sur la peau, notamment, il est dit qu'on doit se rapprocher du contact alimentaire. Mais c'est pas très clair. Il n'y a pas une règle hyper claire. Et donc il y a des travaux en cours pour avoir d'initiatives privées d'ailleurs, plus que publiques, pour avoir un cadre plus clair dans la cosmétique, pour vraiment cadrer les choses sur le recyclé qui ne doit pas être complètement contact alimentaire, mais qui doit se rapprocher.
Merci Vincent. Je pense que la question d'après, je vais pouvoir te la poser aussi. Est-ce que les emballages, pour le réemploi doivent être recyclables? Donc dans la conception des emballages pour le réemploi, est-ce qu'ils doivent être recyclables? C'est la loi française, c'est la loi AGEC, et ce sera aussi la loi européenne via le PPWR. Donc un emballage réemployable devra être recyclable. Alors est-ce qu'il devrait être recyclable via le bac jaune? Bah, j'espère pas, parce que s'il termine dans le bac jaune, c'est qu'on a raté le réemploi. Normalement, c'est que en tant que consommateur, vous l'avez ramené et qu'il devient un déchet chez le laveur, qui jugera que l'emballage ne peut plus faire une boucle supplémentaire. Il y aura bien sûr un risque de perturber le bac jaune, donc ça, on va être vigilant là-dessus. Mais le grand enjeu, c'est cette recyclabilité. Une fois que le laveur a décidé que ça ne passe plus, en fait, que l'emballage ne peut pas faire une boucle de plus. Et donc, ça peut dire demain avoir des filières de recyclage dédiées pour l'emballage réemployable qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc, et quand ce sera le cas, quand ce sera une réalité physique, encore une fois, une réalité terrain, ce recyclage des emballages réemployables dans des matériaux autres, bah, ce sera à nouveau au COTREP de nous dire, bah, tiens, pour un emballage réemployable, allez, tiens, en tritan, pour citer un cas de la restauration rapide connue, bah, quels sont les critères de conception pour être recyclable dans une filière tritan? Donc ça, c'est le futur du COTREP. Très bien, merci beaucoup Vincent. Et dernière question, après on pourra conclure cette matinée. Est-ce que des tests ou des recommandations existent à date pour les sprays, notamment en PEPE ou monomatériaux? Je vais prendre la question. Alors, si on parle par exemple, de spray en PEPE, ça correspond, enfin, ça peut être associé à une bouteille ou flacon en PE, donc un rigide en PE. Donc, pour les recommandations d'éco-conception, vous pouvez aller voir le tableau flacon PE. Et pour les tests, il faut se référer au protocole de test rigide PE. Merci beaucoup Coralie. Donc il va être bientôt l'heure, donc on en profite pour faire une dernière petite conclusion. Donc merci à tous d'avoir suivi cette matinée. On espère que ça aura été enrichissant pour vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter via le site du COTREP s'il vous reste des questions. On prend bien le point, on essaye de voir si ce sera possible de faire une synthèse des différentes questions qui ont été posées dans l'onglet questions pour pouvoir vous les retransmettre. Parce que c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, donc c'est pas forcément facile de voir toutes les réponses qui ont été apportées par écrit. Donc on va essayer de prendre le point là-dessus. Mais si jamais il vous reste des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le site du COTREP, donc dans l'onglet nous contacter. On saura prendre les points et vous répondre. Donc merci à tous d'avoir participé à cette matinée et à l'année prochaine pour l'événement COTREP 2025.